Je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir et pour vous d'être dans cette salle aujourd'hui. Je m'appelle Justine Laurent, et je dirige l'agence Circulab, qui travaille sur le sujet de l'économie circulaire et régénérative depuis 2012. Et mon métier, c'est de permettre aux entreprises, aux collectivités, aux organisations en tout genre de faire mieux avec moins dans un monde incertain. Et c'est un petit peu de ça dont on va parler cet après-midi. Puis on va se concentrer sur le sujet de l'économie circulaire. Voilà, j'espère que cette conférence va vous plaire autant que j'ai pris plaisir à la préparer. Du coup, ma lourde tâche est de démystifier l'économie circulaire. J'ai donc 35 minutes pour démystifier l'économie circulaire. C'est une tâche qui est assez compliquée, mais ça devrait le faire. Je risque peut-être de parler un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Ça va dépendre de si je me souviens de tout ou pas. Alors, déjà parmi vous, qui est familier ou familière avec l'économie circulaire? Levez la main. Ok, ah oui, bah voilà, je vais démystifier quelque chose que vous êtes déjà très nombreuses et très nombreux à bien connaître. Donc la tâche est encore plus compliquée. Qui parmi vous travaille directement sur ce sujet? Du coup, ceux qui ont levé la main ou celles qui ont levé la main? Ah, tout de suite, ok, bon, ça va. Alors, l'économie circulaire, déjà, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de comprendre de quoi on parle. Pour comprendre de quoi on parle, moi j'aime bien prendre l'opposé, c'est-à-dire l'économie linéaire. L'économie circulaire est un modèle économique. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'économie. On en est encore pour l'instant un concept qui est à la marge. C'est pour ça qu'on continue à parler d'économie circulaire, mais peut-être que dans plusieurs décennies, on parlera d'économie de manière générale. Encore est-il qu'aujourd'hui, l'économie circulaire, donc, elle s'oppose à l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est cette économie de l'infini, cette économie de la ligne droite. Mais finalement, cette ligne, elle est droite, mais elle n'est pas si infinie que ça, parce qu'elle est tout à fait finie. Et on a surtout, pour comprendre cette économie linéaire, 3 points assez importants sur cette ligne. La première chose qui constitue aujourd'hui l'économie linéaire et qui, de fait, va vous aider à comprendre l'économie circulaire et donc à démystifier l'économie circulaire, c'est le mot extraction. Pourquoi? Parce que notre économie linéaire est basée sur un modèle extractiviste, à savoir on a besoin d'énergie fossile, on a besoin de pétrole pour fabriquer du plastique, on a besoin de cuivre pour fabriquer des téléphones, on a besoin de lithium pour fabriquer des voitures. Voilà, on a besoin de tout ça, il faut l'extraire du sol. Et juste quelques chiffres clés pour qu'on puisse se rendre compte ensemble d'à quel point notre économie est extractiviste et surtout de plus en plus. Depuis, disons, c'est 15 dernières années, on a augmenté dans le monde d'environ 70% notre extraction de matière, ce qui est quand même beaucoup. On a besoin de toute cette matière pour fabriquer et produire des choses comme ça, des canettes d'aluminium, l'aluminium qui vient de l'alumina, qui vient de la bauxite. Donc déjà, l'aluminium ne pousse pas comme ça, on a besoin d'extraire une terre, de la processer pour ensuite pouvoir extraire l'aluminium à haute valeur ajoutée et fabriquer des canettes. On peut aussi extraire, et on va extraire des choses pour fabriquer des téléphones dont on a besoin pour pouvoir accéder à des applications, à des sites web, à des films en ligne. Et tout ça, pareil, on a besoin de ressources, on a besoin d'espace au sol et on a besoin d'extraire ce qu'il y a sous nos pieds. De même pour les voitures électriques, non seulement pour fabriquer la voiture, mais aussi pour fabriquer les routes dont on a besoin pour pouvoir utiliser la voiture, parce que sans route, la voiture ne sert à rien. Et puis on a besoin aussi, évidemment, de toutes nos bornes de recharge pour recharger cette voiture. Bref, toutes ces ressources nous servent à produire et à continuer à produire et à fabriquer tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes sûr d'avoir la réponse, je vous propose d'attendre qu'il y en ait qui se trompent avant de donner la bonne réponse. Alors, selon vous, rares sont les personnes à trouver du premier coup, si ça peut vous rassurer. Allez-y. Oui. Une boule de métaux rares. D'autres idées? Vous pouvez dire aussi ce qui vous traverse l'esprit, un œuf de dinosaure, j'en sais rien. Ouais. La quantité de métal qu'on trouve dans tout ce trou. D'autres idées? Est-ce que vous avez un métal en particulier en tête? L'or, le cuivre, c'est du cuivre. Et vous l'avez dit, exactement, là on a 4 millions de tonnes de cuivre et on a besoin de tout ce qu'il y a autour pour accéder à ça. Combien ça représente selon vous en termes de quantité de terre excavée pour extraire
Ça, est-ce que c'est 2 fois plus, 10 fois plus, 3000 fois plus? Allez-y, hein, vous voyez. 300 fois plus? « 0,2%, ok. Et si on fait en fois plus? Bon, je suis très monotache, là, je me suis concentrée sur les fois plus. Ouais. 10 000 fois plus? Ok. On a besoin, donc on a 400 millions de terres excavées pour 4 millions. Donc en gros, on a environ 100 fois plus. C'est beaucoup. Et toutes ces terres excavées, finalement, elles n'apportent pas de valeur dans notre économie aujourd'hui. Donc du coup, on va les remettre là où elles étaient. Évidemment, même si la structure des sols sera à peu près la même, on n'aura plus tout à fait la même chose sous nos pieds. Donc ce qu'il est important de garder en tête, c'est que les matériaux à très forte valeur ajoutée, les minerais, etc., ont besoin d'extraire des quantités énormes, oh là là, des quantités énormes de minerais et de matériaux. Ce qu'il y a, c'est que le cuivre n'est pas le seul matériau dont on a besoin. Évidemment, par exemple, si on prend l'exemple d'un téléphone portable, on va avoir besoin d'aluminium, de carbone, d'oxygène, de silicium, donc de cuivre, de cobalt, etc., etc., etc. Et donc, du coup, cette image-là, on peut la multiplier par autant de minerais et de matériaux dont on va avoir besoin. Ah, parfait. On va prendre un autre exemple, celui du lithium. Le lithium, on en a besoin pour notre économie verte. Selon vous, par combien a été multipliée l'extraction de lithium depuis 2010, entre 2010 et 2021 précisément. Et là, on est en pourcentage. C'est pour vous. 200 200%, 500 500%, 1000%. Ouais, vous n'êtes pas très loin de 200, c'est 283%. C'est beaucoup. Et en plus, pour extraire tout ça, on a besoin de beaucoup de pétrole. Il faut savoir que pour extraire un baril de pétrole, on a besoin de 6 barils de pétrole. Et ouais. Donc ça veut dire que pour extraire tout ça, on a besoin d'énergie. Pour accéder à cette énergie, on a besoin d'énergie, etc., etc. Bref, c'est sans fin. Et ça ne s'arrête pas uniquement au monde tangible. Pourquoi? Parce que, pour exemple, le secteur du e-commerce consomme aussi beaucoup de ressources, notamment l'espace au sol. Ce même espace qui est utilisé du coup à des fins d'entreposage, etc. Et donc, c'est de l'espace en moins, par exemple, pour cultiver des fruits et légumes pour nourrir nos populations. J'adore les quiz, vous l'avez compris. Donc, selon vous, on va prendre comme équivalent le Stade de France, 17 hectares. Selon vous, en France, de combien de Stades de France on a besoin pour nos entrepôts de e-commerce? Enfin, pour le e-commerce, essentiellement les entrepôts, mais pour le e-commerce dans l'ensemble. Un Stade de France, 2 Stades de France, des milliers de Stades de France, 100 Stades de France. Bravo, pile poil, exactement. On a besoin de 100 Stades de France pour entreposer tout ce qui va finir finalement dans nos placards, dans nos bureaux, dans nos maisons. Et du coup, ça, c'est de l'espace au sol, comme on l'évoque. Ce qui se passe, non seulement ça a des conséquences désastreuses, évidemment, sur la biodiversité, ça a des conséquences désastreuses aussi sur nos paysages, sur plein d'autres choses. Et par ailleurs aussi, en termes de viabilité et de risque dans le temps, il faut savoir que plus de 45% environ de nos terres rares, elles viennent de Mongolie. De là, 45%. On s'est rendu compte de ces tensions et de cette dépendance en 2012 lorsqu'on a eu les énormes crues et inondations en Thaïlande et qu'on avait 25% de nos disques durs, de nos ordinateurs, etc., qui étaient fabriqués en Thaïlande. On s'est retrouvé un petit peu con parce que en fait, on avait 25% de nos disques durs finalement auxquels on ne pouvait plus avoir accès. Donc forcément, en chaîne, on a dû augmenter le prix des matériaux, le prix des produits finis, etc., etc. Bref, donc même d'un point de vue économique, tout ça, ça n'a pas de sens. Ensuite, donc il y a un schéma que je montrerai après. Il faut savoir que d'un point de vue économique, mais surtout aussi, tout ça, ce n'est pas possible. On extrait plus que ce qu'on a. Okay. On extrait, c'est ce qu'on appelle le jour de dépassement, ça vous parle? Voilà, c'est le petit schéma que je montrerai après, mais je ne l'ai pas mis apparemment au bon endroit. Donc en gros, on a besoin de 1,7 fois la Terre pour suivre et produire tout ce qu'on utilise autour de nous. Ça veut bien dire que même d'un point, c'est comme si on vivait à crédit toute notre vie. Donc ça peut fonctionner,
mais il y a un moment où ça risque de poser problème. Bref, dans cette économie linéaire, on a l'extraction, ensuite on a la consommation. La consommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va produire des choses qu'on va mettre en circulation. La couche culotte, un produit simple que je vous présente ici. Je sais très bien que les product owners, ce n'est pas forcément sur ce genre de choses-là que vous allez travailler en priorité. N'empêche que ça nous parle. Durée de vie moyenne d'une couche, 4 heures. Durée d'usage moyenne d'une couche, 4 heures. Ici, on est sur un produit, bon, allonger la durée d'usage et la durée de vie d'une couche, a priori, c'est difficile. Voilà, on ne sait jamais. Hein, mais... Il y a d'autres produits sur lesquels on peut allonger la durée d'usage. Déjà, point important, durée d'usage, durée de vie, c'est deux choses différentes. Okay. Souvent, la durée d'usage est beaucoup plus courte que la durée de vie. L'exemple du plastique à usage unique. Le plastique est un matériau pensé, fabriqué pour durer des centaines d'années, et puis son usage unique fait que souvent, il n'est que de quelques secondes pour les pailles, par exemple. Les objets connectés. La consommation, c'est aussi mettre de plus en plus de produits en circulation à un instant donné. 2025, 50 milliards, on considère 50 milliards d'objets connectés en circulation. 2030, 100 milliards d'objets connectés. Si en 2030, nous avons 10 milliards d'habitants sur Terre, je vous laisse faire le ratio, ça fait beaucoup d'objets connectés par habitant. Dans l'économie linéaire, ce qui se passe, c'est qu'on met en circulation souvent plus de produits que nos besoins. Si je continue, dans ma logique, l'hibernation numérique, l'hibernation des produits. En Europe, on considère que certaines études ont calculé on peut avoir jusqu'à 20 kg de produits numériques inutilisés dans nos placards. Pas mal, c'était dans nos tiroirs, exactement. C'est beaucoup trop, encore une fois. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en plus, on va très très loin, parce qu'on se dit, non, mais tout ça, on va l'envoyer soit à l'autre bout du monde, c'est ce qu'on va voir juste après. Et puis, on se dit aussi qu'on va pousser les impacts de tout ça de plus en plus loin. Data center qu'ils ont prévu de construire en Arctique, donc c'est un petit peu dommage. Je ne suis jamais en Arctique. Personnellement, ça me peine de voir que nos écosystèmes sont utilisés pour refroidir à des fins de data center. Donc ça, c'est le deuxième maillon de notre économie linéaire. Le troisième maillon, c'est le gaspillage. Le gaspillage, ça consiste à ne plus utiliser des choses qui ont de la valeur. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Ok, des vélos. D'autres propositions? De la moquette? Des trottinettes? Ok, je vous donne une autre échelle. Pardon? Des vêtements? Non, c'est des vélos. Ouais. C'est des vélos, donc ça, c'est les cimetières de vélos en libre service à ciel ouvert en Chine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a mis plus de vélos en circulation qu'il n'y avait de besoin. Et puis, par ailleurs, la loi de la concurrence fait que il y a eu tous ces vélos en circulation qu'on ne savait plus du tout comment les gérer, puis qu'on continuait à en ajouter, et puis dès qu'ils étaient dysfonctionnels, on les mettait à la poubelle dans la mesure où nous ne les avions pas pensés pour qu'ils puissent être réparés, démantelés, etc., etc. Ce qui se passe aujourd'hui, le gaspillage, c'est qu'on a un petit peu tendance à envoyer nos déchets à l'étranger. Comme ça, au moins, on est sûr que personne ne le voit, en tout cas en France et en Europe. Est-ce que vous pourriez deviner, je regarde mes notes parce que c'est les choses dont j'ai du mal à me rappeler souvent, est-ce que vous pourriez deviner quel a été en 2017 le pays du monde qui produisait le plus de déchets électroniques dans le monde? Enfin, j'ai déjà dit du coup le pays du monde, dans le monde. Non, qui produit à échelle des habitants le plus de déchets électroniques. Donc en gros le poids par habitant. Donc États-Unis, Chine, Japon, l'Inde. Pas la France. Eh bien non, c'est la Norvège. Eh oui. Dans les déchets électroniques, on met aussi tout ce qui est déchets de nos énergies vertes, donc à savoir ce qui va être batterie, ce qui va être panneaux solaires et toutes ces choses-là. Or, la Norvège est le champion de la décarbonation. Et donc, du coup, forcément, on va accumuler un certain nombre de nos produits décarbonés et donc on va générer des déchets électroniques. Précisément, 28 kg par personne. La France, 3e, les États-Unis, 9e. Voilà. Envoyé pour majorité en Afrique, et donc du coup ça a des conséquences désastreuses. Il faut savoir que vous avez aujourd'hui des pays en Afrique qui commencent à se poser la question de l'économie circulaire, non pas pour des questions écologiques ou sociales, mais parce qu'ils ont juste plus de place pour avoir de nouvelles décharges. Voilà. Et ces déchets-là, ils viennent de chez nous. Voilà le fameux
Schéma que je voulais vous montrer juste avant. Donc, si vous le connaissez, je vais pas m'étendre là-dessus, mais du coup, le jour de dépassement qui arrive de plus en plus tôt, c'est-à-dire que nous faisons pression sur la Terre et nous prenons plus à la Terre que ce qu'elle peut nous donner, et surtout, nous ne laissons pas le temps à la Terre de se régénérer. Tout ça, c'est l'économie linéaire. Je vais m'arrêter là sur le constat. Vous êtes là pour venir chercher des solutions et des propositions d'action. En gros, le schéma, il est là. Et tout ça, eh bien, ça a des conséquences désastreuses, hein, on l'a vu, économiques, sociales, environnementales, etc. Heureusement, il y a des super solutions. La dématérialisation, ça va éviter tous les déchets. Autre solution, le recyclage. Autre solution, les énergies vertes. Merveilleux. Voilà, aujourd'hui on s'est arrêté là et du coup on continue finalement à suivre cette économie linéaire, mais en dématérialisant, en améliorant le geste de tri, en mettant des petites icônes et en développant les énergies vertes. Évidemment, je caricature, mais on en est un petit peu là. Ce qui se passe, vous l'aviez bien compris, c'est que ces énergies vertes, par exemple, ont besoin de toujours plus de métaux. Hein. Le cuivre, on a plus de cuivre dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. Du coup, l'économie circulaire propose, face à cette économie linéaire et à ce constat, eh bien, dans un premier temps, de tout penser pour non pas traiter les déchets, mais juste éviter et sortir de la notion même de déchets, et du coup ajouter des nouvelles étapes dans ces cycles, dans ces vies de nos produits qui nous entourent, produits matériels et immatériels. Du coup, là, je vais rentrer dans une partie un petit peu plus, je sais pas, un petit peu, voilà, les 9 R. Je ne sais pas si plus ennuyante ou plus compliquée. En tout cas, plus théorique. L'économie circulaire, vous aviez 3 R il y a plusieurs années en Chine, qui a été un des premiers pays à inscrire les 3 R dans sa réglementation. Vous avez maintenant les 9 R, bientôt vous aurez peut-être les 50 R. Je vais m'arrêter aux 9 R. En gros, voici les différentes actions qu'on peut mettre en place eh bien, pour éviter et pour sortir de cette économie linéaire. La première chose, c'est refuser et réduire. Je m'explique. On me demande de produire quelque chose, on me demande de développer quelque chose. Je me rends compte que le besoin à satisfaire est déjà satisfait aujourd'hui. Je vais proposer soit une alternative, soit je vais proposer éventuellement de repenser ce qui répond à ce besoin. Mais je ne vais pas rajouter quelque chose en circulation alors que le besoin est déjà satisfait. Ensuite, évidemment, dans réduire, je ne l'ai pas précisé, ce sera réduire le nombre de composants, le nombre de produits, etc. nécessaires pour répondre à ce besoin-là. Ensuite, on a repensé. Repenser, ça va être repenser l'accès aux produits ou aux composants que je vais mettre sur le marché, repenser l'usage, mettre en libre service, etc. Ensuite, réemployer, reconditionner. Mobion, c'est un exemple que je vous donnerai tout à l'heure, que je repréciserai tout à l'heure. Donc là, c'est comment est-ce que je m'assure que tout ce que je vais fabriquer, produire, développer, puisse être utilisé le plus longtemps possible, donc à savoir puisse être démantelé, puisse être réparé, puisse être décomposé pour être recomposé différemment pour un autre usage. La réparation, j'ai une petite partie qui est cassée. Comment est-ce que je fais en sorte que ça ne me force pas à en produire un nouveau depuis le début ? La refabrication, la redéfinition, comment est-ce que je vais changer l'usage ? Là, c'est l'exemple du rétrofit, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, je prends une voiture thermique que je vais transformer en voiture électrique, plutôt qu'aller produire une voiture électrique entièrement, j'entends. Je vais changer juste ce que j'ai besoin de changer pour que le moteur thermique devienne moteur électrique. Le recyclage, c'est juste la fin de vie. Le recyclage se concentre sur les matériaux. Je reviens au tout début de ma chaîne. Certes, j'évite l'extraction de matières premières issues du sol, mais je continue à consommer tout autant de matière. Et par ailleurs, le recyclage à 100% n'est pas possible. La récupération, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est la récupération énergétique. Mais vu que ce n'est pas forcément quelque chose que je mets en avant, je vous propose de ne pas vous en parler. La régénération, ça c'est un mot intéressant. La régénération, pour faire simple, notamment dans un monde immatériel, c'est comment est-ce qu'à travers ce que je vais créer, produire, je vais créer plus d'impact positif que d'impact négatif. Est-ce que vous connaissez cet exemple ? La Hemp Car. Non ? La Hemp Car, c'est une voiture qui a été conçue pour la grande majorité à partir de chanvre, comme son nom l'indique. Donc c'était un bioplastique qui était fabriqué à partir de chanvre et ça c'est Henry Ford qui l'a conçu.
Henry Ford, qui l'a conçu, il a mis une dizaine d'années pour penser son prototype. Et puis ensuite, voilà, il l'a testé, etc. La voiture était beaucoup plus efficiente, elle consommait beaucoup moins d'énergie. Par ailleurs, eh bien, dans la culture du chanvre, c'est bien plus intéressant que la culture du pétrole pour fabriquer le plastique ou du métal. Et donc, sur plein d'aspects, c'était plus intéressant. Mais bref, il y a eu la guerre, voilà, il y a eu le positionnement politique. Donc, cette voiture n'est jamais sortie. N'empêche que, sur le modèle de production et sur le prototypage, il nous a prouvé que c'était possible. Enfin, pas à moi, mais aux gens à l'époque. Du coup, pour terminer, là, on a tous les R. En gros, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut agir à 3 niveaux. 1, sur la conception, plus sobre et efficiente. Je prends moins de choses pour répondre à un besoin donné. 2, quand j'ai déjà mis des choses, produit quelque chose que je mets en circulation aujourd'hui, eh bien, je m'assure que ça puisse être utilisé le plus longtemps possible dans le temps pour le même usage ou un autre usage. Et enfin, utilisation et valorisation de la matière. Quand j'ai quelque chose de physique et de tangible, comment est-ce que je m'assure pour que ça puisse être réintégré au tout début? Ok, donc ça donne ça. Voilà, vous avez tous les R. C'est juste que je complète, mais les R sont à peu près les mêmes. Et tout ça, c'est positif parce que ça vient régénérer tout ce dont on dépend. Mais du coup, vous allez me dire, ok, alors ça c'est très intéressant, mais en fait, plus on avance dans cette présentation, plus ça devient compliqué, plus c'est le brouillard pour moi, donc je ne comprends pas bien où on va. Ça tombe bien, parce qu'il me reste encore un petit peu de temps pour vous présenter les solutions. Donc, déjà, en synthèse, super schéma qui est proposé, vous ne le voyez pas, par Circle Economy, qui est un think tank néerlandais qui fait un travail assez conséquent sur l'économie circulaire. Et en fait, ça, en plus, ce qui est la bonne nouvelle avec ça, c'est que ça s'adapte pour voilà, tout type de secteur d'industrie. Ça parle a priori à tout le monde, et j'espère à vous y compris. On peut agir sur useless, utiliser plus longtemps, et use again. Voilà, c'est assez simple. Le regenerate, on l'a évoqué aussi, c'est-à-dire comment est-ce que je m'assure qu'en plus, dans mes processus et tout ce que j'utilise, c'est renouvelable et que ça crée de l'impact positif. Ok, mais maintenant, il faut qu'on agisse. La question n'est pas pourquoi faut-il agir, mais comment est-ce qu'on agit à partir de tous ces principes et de tous ces piliers que je viens de présenter. Ça va jusque maintenant? Merveilleux. Pour ça, il y a quelque chose de génial pour pouvoir agir, c'est le design. Le design, ce que je vous propose, c'est de le définir la manière dont moi je l'approche et je le présente dans mon travail et je l'utilise. Dans le design, il y a le dessin et le dessin. Le dessin EIN et le dessin IN. Pour un dessin EIN, quel est le dessin que je vais mettre derrière? Okay. 80% selon la Commission européenne des impacts et du coût de tout produit ou service se définissent à l'étape de conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au moment où je vais penser mon produit, où je vais penser mon service, où je vais penser les interactions avec les usagers, avec les parties prenantes, que je vais faire des choix qui vont avoir des répercussions positives ou négatives demain ou dans 10 ans. N'empêche que c'est au moment où j'ai réfléchi à toutes ces choses-là et que je les pose, eh bien que je vais pouvoir influencer positivement ou négativement voilà, mon entreprise, mais aussi les générations futures. Le design a donc une place fondamentale dans le passage à cette économie circulaire et dans l'adoption de ces différents principes et piliers. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement la phase de création et que c'est uniquement pour des choses qui n'existent pas encore. Ça veut dire que même quand on est sur des choses qui existent déjà et qui sont déjà en circulation, plutôt que de me dire qu'est-ce que je peux rajouter pour l'améliorer ou pour réduire son impact, je vais plutôt prendre un pas de recul. Comment est-ce que cette chose a été pensée pour ensuite peut-être supprimer des choses, peut-être en inverser d'autres, peut-être en ajouter, mais parce que vraiment j'aurais identifié qu'il faut en ajouter. Donc la phase de design, c'est décomposer les choix pour quelque chose déjà en circulation, ou du coup, au moment où je fais tous ces choix-là, intégrer tout ce qu'on vient de voir avant. En gros, moi, il y a 3 questions que je me pose systématiquement dans tout projet de conception. La première question, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert ce sur quoi on m'a demandé de travailler? À quoi ça sert de rendre une bouteille d'eau transparente? À quoi ça sert de rajouter, je ne sais pas moi, de faire une voiture plus grande? À quoi ça sert de faire un ordinateur plus performant? Je vais me poser à quoi ça sert, non pas pour apporter là-dessus du jugement, etc., mais pour pouvoir définir, dans un premier temps, c'est pas à vous que je l'apprendrai évidemment, le besoin auquel on répond.
tant que possible, me rapprocher des besoins fondamentaux, donc m'assurer le plus possible que ce que je propose, c'est a priori fondamental, soit d'un point de vue de l'humanité, à savoir se nourrir, se loger, etc., soit fondamental d'un point de vue du service ou du produit que je souhaite, la fonction par rapport au tout que je souhaite déployer. Est-ce fondamental? Est-ce que cette fonctionnalité est vraiment fondamentale? La deuxième question, à qui ça sert? Passer d'une approche usager à une approche société. Quelque chose qui peut être très utile pour un usager peut avoir des répercussions assez négatives et importantes pour le reste d'une communauté, pour un territoire entier ou pour un pays entier. J'essaye d'aller chercher le plus de justice et d'inclusion dans tout ce que je fais. Et enfin, que suffit-il? À quoi ça sert? Pour qui? Et que suffit-il pour la fonction recherchée d'ajouter? Tout simplement pour qu'on puisse répondre aux besoins recherchés. Et avec ces trois questions-là, je ne vous dis pas que c'est une baguette magique et que c'est la recette magique à tout. N'empêche que c'est un réflexe et une petite gymnastique qui, en général, m'aide à guider mes décisions et à respecter tant que possible l'ensemble des 9 R qu'on a vus avant. Un autre schéma que j'essaye de garder en tête, c'est celui-ci. Ça, c'est un schéma que Circulab a proposé dès 2014. On s'est inspiré de beaucoup de travaux qui étaient faits. Et ce schéma-là, vous reconnaîtrez d'une part les sphères du design thinking pour celles et ceux qui sont familiers, d'autre part les sphères du développement durable. Bref, nous on a mis tout ça. L'idée, c'est pas d'être dans une économie où on mange tous des graines en sarouel, etc. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de faire des choses qui sont désirables, évidemment désirables dans le sens où on a envie de les utiliser, où ça donne envie, esthétiquement, mais pas que, où on répond à des besoins. Et c'est là aussi que nous, la désirabilité, c'est comme ça du moins qu'on va la définir. Désirable dans l'usage, fonctionnel, ergonomique, mais aussi quelque chose qui répond à un besoin par rapport à tout ce que j'ai dit avant. La viabilité économique, évidemment, d'un point de vue micro, d'un point de vue macro aussi, comment est-ce qu'on s'assure que toutes les ressources dont on dépend, elles ne dépendent pas de juste une mine à l'autre bout du monde. La circularité, la nature, comment est-ce que je m'assure que je respecte les cycles naturels, et enfin la faisabilité. Et je vais essayer d'intégrer ces 4 différentes dimensions quand je vais concevoir, proposer ou déployer tout projet, quel qu'il soit. Et du coup, pour ça, je vais vous proposer 3 exemples différents de structures, de projets, d'entreprises qui mettent ça en place. Le premier exemple, je vous l'ai promis, chose promise, chose due, Mobion. Est-ce que vous connaissez Mobion? Ouais. Mobion, donc, c'est une entreprise qui propose, comme vous le voyez, des scooters électriques. Déjà, truc super intéressant, ils se sont dit, nous, ce qu'on veut, c'est proposer des scooters électriques qui durent longtemps. Pour ça, approche usagée, ils sont partis sur un usage qui était l'usage le plus, qui maltraitait le plus les scooters, à savoir l'usage du livreur de pizza. Parce que le livreur de pizza, il va faire ses 40 livraisons dans la journée. Donc en gros, je mets ma béquille, j'enlève ma béquille, vous êtes autour de 100 environ. Donc en fait, vous pouvez être sûr qu'au bout de quelques mois, déjà, il y a quelques composants du scooter qui commencent un petit peu à flancher. Là, ils se sont dit, a priori, si on peut proposer un scooter qui dure longtemps pour cet usager, l'usager commun de tous les jours, ça devrait durer dans le temps, quoi. Donc première chose, ils sont partis d'un point de vue purement produit, sur quelque chose qui dure, sur des composants, la manière dont ils les assemblaient, etc., pour que chaque élément puisse durer dans le temps. Ce qui se passe, c'est que, évidemment, que ce soit dans un produit matériel ou immatériel, vous avez forcément des composants qui vont être obsolètes plus vite que les autres. Parce que c'est passé de mode, parce qu'on a besoin de nouvelles fonctionnalités, ou parce que tout simplement la durée de vie était plus courte. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont distingué la durée de vie de l'ensemble des composants, et du coup, ils s'assurent qu'un composant qui a une durée de vie plus courte qu'un autre puisse, à un moment donné, être détaché pour être remplacé. Alors que celui qui aura la durée de vie plus longue, il va rester sur le scooter et sur cet ensemble-là. L'autre chose, c'est qu'ils ont agi sur le modèle économique. Et c'est là, selon nous, à Circulab, que le changement ce par quoi le changement doit passer. Le modèle économique, pour que quelque chose qui dure plus longtemps dans le temps soit viable, se faire business. A priori, si je vends des scooters, soit je le vends 5 000 €, soit je trouve une alternative. C'est ce qu'ils ont fait. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un modèle, ce qu'on appelle d'économie de fonctionnalité. Donc ils mettent à disposition un usage, ils mettent à disposition une flotte de scooters pour un temps donné. Et puis, il y a une location, donc il y a un loyer qui va être payé. Et puis dès qu'un scooter est cassé, qu'il y a une pièce dysfonctionnelle, etc., ils le récupèrent, ils le réparent, ils le remettent en circulation. Et grâce à ça, le fait que le scooter dure plus longtemps, leur modèle économique est plus rentable et leur scooter sur le marché est moins cher,
que tout scooter électrique, voire scooter thermique en circulation aujourd'hui. Le deuxième exemple, c'est celui-ci. Donc on connaît l'exemple de Fairphone, on connaît l'exemple aussi de certains produits qui commencent à se développer de plus en plus. Comment est-ce que je m'assure dans ce que je crée de la modularité plutôt qu'aller chercher de l'uniformité? Donc voilà, on a beaucoup d'exemples dans l'électronique, mais pas que. On a eu beaucoup d'exemples initialement en architecture, en fourniture, en mobilier. Donc comment est-ce que je m'assure, et c'est valable aussi de nouveau pour de l'immatériel, que dans l'ensemble des choses, et ça rejoint l'exemple de Mobion, qui vont constituer un tout, et bien que si j'enlève déjà un de ces éléments, alors ça va dépendre lesquels, hein, mais pour que le tout puisse d'une certaine manière peut-être continuer à fonctionner, même si c'est à un niveau inférieur que sa capacité totale, et surtout comment est-ce que je m'assure que je vais pouvoir faciliter sa réparation, etc., pour que ça dure dans le temps. Et le dernier exemple, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est comment est-ce que je passe d'un usage, d'une concentration sur l'usager à une partie plutôt société. Télécop, ça vous parle? C'est un forfait téléphonique. C'est merci, un opérateur. Donc c'est un opérateur, c'est écrit en plus, qui déjà premièrement, donc nous on est chez Télécop, on ne paye que ce qu'on consomme. Donc on n'a pas de forfait illimité à 300 000 gigas par semaine. On a un forfait dans lequel on va avoir quelques gigas d'internet, et puis on va payer uniquement ce qu'on consomme. Donc c'est 20 centimes le giga, je crois. Et ce qui va nous forcer à une certaine sobriété. Parce que moi, je vous assure que quand mon associé m'appelle en disant « Attends, Justine, t'as fait péter les scores », donc on a un petit concours dans l'entreprise, on n'est pas nombreux, on est 9, et il me dit « Ah là là, t'es encore celle qui a la facture la plus élevée à 30 € par mois », ça veut dire qu'a priori, j'ai pas été sobre et que j'ai utilisé la 4G au lieu d'utiliser la Wi-Fi. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que ça force à la sobriété. Vu que je sais que je paye à la consommation de données, forcément, je vais faire en sorte de moins consommer de données. Plus, ça évite, du coup, de réserver toutes ces bandes passantes, etc., que je n'utiliserai pas, et du coup, d'avoir de l'espace de stockage inutilisé. Et enfin, dans le modèle économique, du coup, on est sur un opérateur qui est coopératif avec des sociétaires, ce qui permet en fait d'avoir une vision beaucoup plus long terme et par ailleurs de créer un sentiment de communauté qui va engager sur la durée à la fois les usagers et les clients, mais aussi l'ensemble des parties prenantes autour du modèle. Je ne sais plus si j'avais mis une slide après ça. Ah si, ça, c'est une petite vidéo pour clôturer cette prise de parole avant de passer aux questions. Est-ce que c'est une vidéo que vous avez vue passer ? Ok. Ça, c'est toujours les biais de confirmation. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, parce que moi, je la vois tous les jours sur LinkedIn, ou si c'est juste que je la vois tous les jours, parce que je suis abonnée juste à des gens qui la voient. C'est une vidéo qui fait débat. Aujourd'hui, vous allez probablement comprendre pourquoi. C'est une vidéo qui fait débat et, en conclusion, qui nous invite tout simplement à repenser notre place dans l'économie, mais par ailleurs aussi notre économie dans son ensemble, avec une approche beaucoup plus systémique. Voilà, et vous en jugerez par vous-même. Bonjour. Bonjour, j'ai besoin de penser ma table. Vous prendriez laquelle, vous? J'en prendrai pas. Comment ça? J'en achèterai pas. Vous êtes bizarre, vous, comme vendeur. Ah non, pas du tout, moi je suis des vendeurs. Et ce que je trouve bizarre, c'est d'acheter un objet que vous allez utiliser qu'une fois. Vous avez pensé à la location? Ou l'emprunt? C'est mieux pour les ressources de la planète et c'est plus économique pour vous. Hein. Oui. Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Voilà, je n'ai pas été payée par la République française ni par l'ADEME pour vous passer cette publicité, ou des publicités, devrions-nous dire. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. Si jamais vous voulez découvrir notre nouveau site web qu'on a fait en 100% no code, n'hésitez pas. Et par ailleurs, si vous voulez vous former au design circulaire et à toutes ces approches, on a des formations gratuites, on a des formations très chères. Ça dépendra un petit peu de à quel point vous êtes prêts et prêtes à passer à l'action. Merci beaucoup et on va passer aux questions.